francophonie. Vous écoutez les livres du jour L'art littéraire de Pierre de Bréritzen, document d'archives du 3 octobre 1990, rediffusé lundi 4 août 2014 de 6h à 7h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Enfin, mon cher Pierre, nous avons devant nous le 2e tome de votre psychobiographie de Monterland, Monterland sans masque, donc tome 2, écrit avec ton sang et paru chez Robert Laffont. Alors, si vous voulez bien, nous allons procéder de la façon suivante. C'est une telle œuvre, quel talent et quel travail, c'est une telle œuvre... C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je veux consacrer 2 émissions à ce livre, au moins 2 émissions. Alors la première c'est aujourd'hui, la seconde sera un petit peu plus tard. Si vous voulez, on pourrait envisager aujourd'hui l'œuvre littéraire et la vie de Monterland d'un point de vue biographique relativement superficiel. Et dans un deuxième temps, alors dans une deuxième émission, on parlerait de son caractère, on parlerait de son comportement et on parlerait surtout de sa façon d'envisager la mort au cours de son existence. J'aurais des remarques à vous faire en ce qui concerne son tempérament dépressif. Mais aujourd'hui, nous y ferons peut-être brièvement allusion, mais si vous voulez, on ne développera pas ces notions-là. C'est déjà un vaste programme, puisque ce personnage est caractérisé par sa mobilité. Oui. Le livre, votre livre débute par cette phrase de Ernst Junger, le suicide fait partie du capital humain. Nous savons que la mort de Monterland a été le fait d'un suicide, mais encore une fois, je répète, nous parlerons de ça à travers l'homme et à travers son caractère et à travers son tempérament et à travers son œuvre dans une deuxième émission. Oui, cette phrase de Junger ne me paraît pas d'ailleurs essentielle ni une idée géniale. Je l'ai prise parce que Monterland l'a écrite, il l'a envoyée à Gabriel Matzneff, il l'a recopiée de sa main, ce qui me fournissait évidemment un très beau texte qui est reproduit avec la graphie de Monterland. Sinon, c'est une banalité. Sinon, c'est une banalité. C'est d'ailleurs assez étonnant que ça vienne d'Ernst Junger, qui est un vieillard maintenant de 93 ou 94 ans, qui par conséquent n'a pas encore recouru à cette recette qui fait partie du capital de l'humanité. Ce volume qui se lit avec une très très grande facilité et je dois dire un attrait permanent et qui comporte j'ai pensé au lecteur. 500 pages, fait suite à un autre volume qui en comporte 350 ou 400. Un peu plus. Oui, 400. Le premier volume est plus épais que celui-ci. J'ai essayé de serrer au maximum et surtout j'ai pensé au lecteur et au lecteur jeune.
Parce que finalement, Monterland, dans ces années, vit entre 1932 et 1972. Pour nous, c'est très proche, mais en même temps, c'est un monde quand même qui s'éloigne. Et la plupart des personnages que Monterland peut rencontrer, avec qui il correspond, nous les avons perdus de vue. Il a donc fallu quand même que ce livre soit à la fois une étude de sa vie et une étude de son œuvre, parce que je vais essayer de mêler les deux, de lier les deux, c'est pas séparable, d'où le titre Écrit avec ton sang, mais aussi de présenter un peu en filigrane toute l'époque, comme les peintres italiens montrent une cité comme ça dans les lointains, à côté d'un paysage. Alors, cher Pierre Cipriot, quel a été le motif profond de cette œuvre immense, qui fait plus de 1000 pages? Votre connaissance de Monterland, vous le connaissez depuis quand? Je l'ai rencontré en 1948, j'ai été le premier à le dédouaner, si l'on peut dire, de cet exil qu'il a connu après la Libération, d'ailleurs en partie injuste, puisqu'il n'a rien fait pendant la guerre, il n'a rien fait de bien coupable, et puis donc je crois qu'il m'en a été reconnaissant, et de 1948 à 1972, Monterland était un homme de principe, un homme de régularité. Nous nous sommes vus tous les 15 jours, nous avons dîné ensemble tous les 15 jours. À la fin de sa vie, il a rédigé un testament qui fait de moi le conseiller littéraire de son exécuteur testamentaire, Jean-Claude Barras. Et puis Jean-Claude Barras, au moment où l'album de la Pléiade a paru, m'a donné accès... L'album de la Pléiade dont vous avez eu la direction et que vous avez fait. Oui, l'album de la Pléiade qui est sorti en 1978. Barras m'a donné l'essentiel des papiers que Monterland avait pu conserver, puisque beaucoup de papiers ont été détruits, mais ses correspondances ont été préservées. Et je me suis trouvé devant une masse de documents. J'étais plus chez moi, j'étais chez Monterland, parce que c'est considérable s'il avait pu garder. Et tout cela m'a donné l'idée, après l'album de la Pléiade, ou plutôt a donné l'idée à Georges Belmont, qui était chez Lafon, l'idée de me demander une biographie. Cette biographie devait tenir en 500 pages, et chez Lafon, on a bien voulu m'accorder 2 volumes. Donc le premier est sorti en 1982 et a reçu la bourse Goncourt de la biographie, a fait d'ailleurs quelques éclaboussures à l'époque, et puis j'ai attendu 8 ans, précisément parce que j'avais été découragé par les mauvaises interprétations, à mon avis, qui avaient été données de ce travail, parce qu'il fallait voir la suite, comment tout ça se déroulait. Ne soit pas droit mais redressé, dit un sage stoïcien. Je crois que c'est le cas de Monterland. Il n'est pas droit au départ, il est plein de malice, plein de forfanterie. C'est un gredin. De rouerie. Oui, un art de parvenir forcené. Mais à la fin, on peut dire quand même que cet homme devient un grand honnête homme, un sage turbulent, évidemment, qui a ses dragues, mais je crois qu'il faut lui pardonner parce que ses dragues, il les mène dans une sorte de somnambulisme, il retourne au collège. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? En plus, la sexualité de chacun, et la sexualité en soi étant quelque chose de tellement bizarre et mystérieux, la sexualité de chacun ne peut pas entraîner un jugement définitif sur un personnage. Je crois qu'elle fait partie de son inspiration. S'il n'avait pas eu cette sexualité, il ne serait pas allé dans la rue. S'il n'était pas allé dans la rue, son œuvre aurait été une œuvre livresque, comme la plupart des œuvres. Chez lui, ce qui est merveilleux, c'est le mélange de badauderie, de simplicité, de questions posées vraiment au niveau du trottoir et avec tout ce que ça correspond de blagues, de gentillesse et en même temps de méchanceté. De tendresse aussi. De tendresse, une infinie tendresse. La tendresse est la qualité fondamentale de l'œuvre de Monterland. On y reviendra, peut-être. Il est certain que son attrait pour les garçonnets était sexuel d'abord, mais qu'on est assez ému de voir qu'il passe par la tendresse et par le grand souci de les aider, avant, hélas, de les voir sombrer dans la médiocrité adulte, qui évidemment ne plaît pas à la rigueur de Monterland. Ça, c'est intéressant. Oui, d'ailleurs, l'amour tel qu'il le conçoit
comporte beaucoup plus de tendresse que d'actes sexuels. Enfin, Oui. la conclusion que je tire de cette fréquentation avec ces textes, et encore une fois, c'est une parcelle de ce livre que je viens d'écrire, ça représente à peu près un dixième du livre. Oui. La pédérastie, j'aimerais pas que la critique insiste trop sur cet aspect-là. D'ailleurs, vous en parlez fort peu. J'en parle très peu. C'est la jeunesse d'une œuvre. Oui, on avait tout appris dans le premier. Même tout appris chez Roger Perfit en 1953. C'est ça. La fin des ambassades a été tirée quand même à près d'1,5 million d'exemplaires. Oui. Mais on avait aussi appris beaucoup de choses sur sa rouerie dont nous parlions tout à l'heure, la complicité avec sa grand-mère, cette espèce d'ancien combattant qui n'en est pas un. Enfin, tout ça avait évidemment choqué des plus. Alors, cela dit, il est certain que votre entreprise, alors là je me place sur un niveau plus élevé, votre entreprise doit répond plutôt à cette alternative. Est-ce que on doit cacher certains pans de personnalité des auteurs que nous aimons beaucoup, ou bien est-ce que il faut tout savoir? Personnellement, je suis un médecin et j'ai pratiqué des autopsies, j'aime cette comparaison, et je considère qu'il faut aller jusqu'au bout dans l'autopsie et tout savoir, et que c'est très 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 important et très très intéressant. Je citais en épigraphe une phrase de Peggy, oui. Je crois qu'elle est importante. Nous devons recueillir honnêtement mais scrupuleusement tous les renseignements que nous avons sur les auteurs dont nous lisons les textes. Un homme comme Henri Troyat, grand biographe, auquel je parlais de cette alternative, m'a dit aucune hésitation en ce qui me concerne, il faut tout savoir et il faut tout dire. Et alors, dans la mesure où j'aurais été hésitant pour ce second volume, ce qui a achevé de me décider à manger le morceau, comme on dit, ce sont les lettres que j'ai reçues de jeunes garçons qui avaient écrit à Monterland ou qui avaient lu Les Jeunes Filles. Ces garçons, brusquement, Monterland leur avait dit tournez le dos à la femme que vous fréquentez ou la jeune fille avec qui vous voulez vous marier. Dans 15 jours, vous ne traverserez même pas la rue pour aller la saluer. Il est évident que prononcé par un homme qui toute sa vie n'a été uniquement intéressé par les jeunes garçons, ça prend un tout autre sens. L'œuvre de Monterland n'aurait pas été pleine de messages comme elle l'est, et une œuvre quand même qui cherche à rallier ses lecteurs avec une force, une persuasion, une densité d'informations, parce que sur le couple homme-femme, on n'a jamais écrit, sur la rivalité du couple homme-femme, on n'a jamais écrit de texte plus fort. Même Tolstoï, qui est impitoyable, n'arrive pas à la cheville de Monterland. Eh bien, oui, vous êtes un peu injuste là. Parce que Les Jeunes Filles est un véritable dossier, un véritable réquisitoire. Mais on n'a jamais écrit quelque chose la sonate aussi à Kreutzer aussi. Oui, la sonate à Kreutzer ne fait que 120 et 130 pages, et c'est présenté comme une sorte de délire, alors que Les Jeunes Filles sont vraiment un dossier où on a abordé tous les problèmes. Eh bien, je crois que les jeunes filles, dans ma génération en tout cas, ont beaucoup fait pour renvoyer, chacun dans leur coin, les jeunes filles et les garçons. Et beaucoup de jeunes filles m'ont dit à l'époque, ce Monterland est un mufle pas possible, et brusquement les garçons sont devenus comme lui. Sont mis à mimer leur vie sur la vie de Pierre Costals. Et je crois que ce livre a une influence extrêmement néfaste. J'en ai souvent parlé avec Monterland, mais ce qui est curieux, c'est que cette influence qui était néfaste dans ma jeunesse, c'est continué jusqu'en 1972, 1982, puisque les lettres que j'ai reçues, elles sont de 82 à 84, et j'en ai reçu une vingtaine. Tous ces garçons, il faut quand même qu'ils sachent que Monterland n'aimait pas les femmes. Bien sûr. Et pourquoi ne les aimait-il pas? Parce qu'il aimait les jeunes garçons. Oui. Parce que moi j'ai lu Les Jeunes Filles à 15 ans, j'étais en fureur complètement. et moi je pensais pas du tout qu'il aimait les jeunes garçons. Alors je disais mais il est complètement fou, mais qu'est-ce qu'il a? Enfin, et je me doutais pas du tout. Pourtant, André Agbo, dans Les Jeunes Filles, soupçonne chez Costals l'homosexualité. Mais elle n'existe pas. J'ai dit pourquoi. Parce qu'ils avaient un ami commun, Claude Maurice Robert, qui était agent recruteur de Monterland en Algérie et qui avait vendu la mèche, qui avait dit... Non, je parle d'un personnage, c'est André Agbo. Oui, mais André Agbo et Jeanne Sandelion. Oui, c'est ça. Et, Claude Maurice Robert connaissait très bien Jeanne Sandelion, la voyait en Algérie. En tout cas, mais ce qui est très curieux, c'est la misogynie fondamentale de Monterland. Quand j'ai
eu quelques occasions de rencontrer Monterland avec des amis, ces amis, il leur donnait le bout de la main, vraiment comme s'il voulait les ravaler sur le trottoir. Oui. Pas question de leur dire un mot en face, ni vraiment de En les tout cas, dévisager, de faire attention à elles. Il y a une note terrible dans les carnets, un ami dont on se félicite d'avoir éprouvé l'attention dont il vous a entouré, brusquement on ne le voit plus. Il s'est marié. Et c'était mon cas. Donc cette note me vise directement. Oui. Et chose curieuse, cet homme qui apparemment a déchaîné sur les femmes, enfin toutes les foudres, toutes les vengeances les plus dures que les pères de l'Église ont pu prononcer, qui les a reprises, et en même temps un homme qui a besoin d'une présence féminine autour de lui. Et l'amitié qu'il avait pour ces jeunes garçons ne fait qu'un avec l'amitié qu'il avait pour leur mère. Oui. Et au fond, c'était la famille. Il avait besoin, tout en draguant, d'avoir une famille qu'il allait voir 3 fois ou 4 fois par semaine, où il posait sa tête, où il posait ses valises, quelque chose d'extrêmement tendre autour de lui, reconstituer un foyer. Et personne n'a chanté comme lui l'amour maternel. Personne n'a eu la même émotion en disant toutes les capacités d'amour qui sont chez les femmes. Oui. C'est très étrange. En tout cas, je voudrais dire à nos auditeurs et à nos auditrices que, en lisant le 2e tome de Monterland sans masque de Pierre Cipriot chez Robert Laffont, elles n'auront pas du tout un élément d'élément désagréable à encourir et que finalement elles seront très charmées et très passionnées par la vie de cet homme que vous saisissez en 1930. 32 exactement. 30-32, oui. C'est-à-dire au moment où il est à Alger, où il écrit La Rose de Sable, et où se pose pour lui déjà la question indigène, qu'il saura taire jusqu'à la publication de La Rose de Sable, qui se situe dans les années 60. 68. 68. Oui. Parce qu'il est patriote et qu'il ne veut pas que son pays soit gravement touché par le problème colonial et indigène. C'est-à-dire qu'il se rend compte brusquement que ses véritables alliés dans un roman comme La Rose de Sable, qui est quand même violemment anticolonialiste, c'est essentiellement le Parti communiste. La Rose de Sable a l'air d'être fait a posteriori. Ensuite il a dit j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que l'Italie allait me déborder, l'impérialisme italien était en train de prendre la tête de mouvements d'opposition en Afrique du Nord. J'ai contrôlé à peu près les dates, c'est faux. Enfin, Mussolini n'a jamais prétendu revendiquer la Tunisie ni l'Algérie en 1932. Enfin, les revendications commencent en 1938. Oui. Donc, 6 ans après. En revanche, le communisme international demande à tous les peuples du tiers-monde, ce qu'on appelle maintenant le tiers-monde, tous les peuples colonisés, de s'unir avec les travailleurs des pays occidentaux et évidemment l'internationale des travailleurs soviétiques. Oui. Pour faire une révolution universelle. Et on voit maintenant ce que ça a donné. Il traverse d'ailleurs de 32 à 34 pratiquement une période où son patriotisme est son sujet principal. Il écrit cette phrase: le patriotisme, cette horrible maladie, mais pas plus que tout amour. Oui, c'est-à-dire que il y a deux parties fondamentales chez Monterland, c'est l'attachement à sa famille et c'est l'attachement aux grandes idées qui ont été celles de sa famille, c'est-à-dire essentiellement le patriotisme et la religion. Il a toujours trouvé que les chrétiens dogmatiques étaient des intelligences inintelligentes, parce que croire tout ce que les dogmes de l'Église nous prêchent, c'est faire montre quand même d'un certain aveuglement, ou quand même d'avoir une idée un petit peu étroite de la vie humaine.
et qui pour lui est beaucoup plus perdu dans rien du tout. Enfin, nous sommes des petites puces, nous sommes des champignons de la vie, enfin rien de plus. Et alors l'idée de nous prêter une vie éternelle, ça lui paraît tout à fait saugrenu. Enfin, ça c'est pas très original. Et puis alors le patriotisme, il faut dire quand même que c'est l'école barésienne, donc il faut tout sacrifier à la patrie, l'œuvre est au service de la patrie, et tout ce qu'on peut faire doit être finalement un service, même si ce service est inutile, même si la patrie n'est bonne à rien. Parce qu'en même temps, ils constatent que les Français sont complètement démobilisés, que la seule chose qui les intéresse, c'est Tino Rossi, c'est jouer aux cartes, c'est la belote, devenue sport national, c'est la pétanque, et qu'il y a une démoralisation complète Munich, du pays. Les Français sont retournés à la belote et à Tino Rossi. Oui, aux petits chevaux, enfin aux courses. Oui. Enfin, de 1930 à 1934, il sent venir la guerre. Hitler est là, il sent venir la guerre. Et alors dès 1929, il renonce à faire des conférences dans les universités allemandes, car ce qu'il a à dire aux Allemands, c'est qu'ils vont repartir en guerre et qu'ils sont bons pour une revanche. Et il est évident que la plupart de ces universités étant tenues par des juifs qui sont plutôt pacifistes à l'époque, et qui jouent quand même à fond la République de Weimar, et les vérités de Monterland sur l'affrontement entre les deux pays risqueraient de tomber quand même dans un milieu qui n'est pas prêt à recevoir des idées aussi véhémentes. Oui. Alors 1934, c'est une date fort importante, parce que c'est le 6 février, ça bouge. Oui, puis Monterland a deux amis au gouvernement, le maréchal Pétain et Gaston Doumergue. Oui. Le maréchal Pétain, c'est l'homme de l'ossuaire de Douaumont, avec lequel Monterland a vécu, peut-on dire. Et puis Doumergue, c'est la tauromachie, c'est le dédicataire des bestiaires. Oui, et c'est l'homme qui avait introduit le premier les courses de taureaux avec mise à mort à Nîmes. Voilà. Alors le maréchal Pétain, c'est très curieux, parce que dès la nomination du maréchal Pétain au ministère de la Guerre, Monterland se fend d'un bel éditorial dans Le Monde pour dire qu'il a monté la garde devant la guérite du maréchal Pétain, ce qui évidemment est une histoire abracadabrante. Il n'a jamais monté la garde de sa vie, puisqu'il était secrétaire d'état-major. Enfin, ce papier est passé, et Monterland l'a resservi en 1940, quand il a fait une conférence à Limoges et à Clermont-Ferrand, en disant qu'il avait monté la garde, qui était la sentinelle du maréchal Pétain, et que le maréchal avait regardé dans les yeux avec cet œil bleu admirable qui à la fois voyait les lointains et dévisageait chaque homme en particulier et le pénétrait jusque dans ses tréfonds. Et Pétain ne bronchait pas. Pétain, évidemment, ne bronchait pas, fort content finalement que quelqu'un parla de lui dans Le Monde, dans le Jour, qui était un journal... Dans Le Temps. Dans Le Jour. Dans le Jour, qui était un journal fort lu à l'époque. De Léon Belby. Oui. Mais ce qui est assez curieux, c'est que Monterland va voir le maréchal Pétain et lui dit il faut faire quelque chose, on va avoir des attaques par les attaques au gaz. Les Allemands sont en train de constituer un arsenal et le maréchal Pétain reste de marbre en lui disant on a pensé à tout cela. Autrement dit, on n'a pas besoin d'un amateur d'écrivain. Alors je vois encore Monterland me dire, il m'a regardé d'un air méchant en me disant vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, laissez travailler ceux qui savent. 1934, c'est aussi l'année d'une grande œuvre, une des plus grandes œuvres, c'est Les Célibataires. C'est un livre admirable, oui. Les Célibataires. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que on me dit souvent ces romans de Monterland sont forcés. Je ne trouve pas du tout. J'ai relu toute cette œuvre, je l'ai relue pendant 1 an, je n'ai lu que cela, je suis vraiment enfermé avec elle. C'est une œuvre d'une force expressive extraordinaire. Oui. Alors on peut peut-être reprocher à ces romans de manquer d'action, mais c'est précisément dans l'inaction et dans les riens que ces romans sont d'une richesse fabuleuse. Un peu comme chez Balzac. Vous dites c'est pas un roman balzacien, c'est quand même un peu un roman balzacien. Non, parce que chez Balzac, il arrive toujours des choses extravagantes. Oui, mais la situation des personnages est
tient une telle place qu'on n'est pas très Monterland loin. a écrit beaucoup mieux que Balzac. J'aime autant vous dire que Balzac tire à la ligne et que Balzac travaille dans des conditions. Vous m'aurez pas là-dessus. Non. Si Balzac écrit 12 heures par jour, on n'est pas en forme 12 heures par jour. La force de Monterland, c'est précisément de sortir dans la rue. C'est l'oxygénation, c'est l'aération, ce sont les contacts immédiats avec des réalités que Balzac n'a jamais vues. Il a toujours vécu enfermé dans sa documentation, dans ses œuvres, et à tout prix tirant de la copie 8 pages ou 10 pages par jour, après quoi il allait voir ses imprimeurs, et il négociait ses contrats, et puis s'endormait à 5 heures d'après-midi. Je viens de relire 1000 pages de Balzac cet été, et je trouve ça exceptionnel. Ah bah, il y a des moments fabuleux, il y a des moments où il est inspiré. Quasiment tout le temps. Et c'est les moments qu'on trouve les plus ennuyeux qui me paraissent les plus intéressants. Sur les célibataires. Les célibataires n'est ni le roman balzacien ni le roman réaliste qu'a cru voir la critique littéraire de 1934. C'est un roman autobiographique, écrit avec ton sang, c'est la jeunesse de Monterland telle qu'il l'a vécue, Villa Saint-Ferdinand à Neuilly, de 1919 à 1925. Pour dérouter les curieux, Monterland a transporté l'hôtel particulier de Neuilly, boulevard Arago. La leçon des célibataires tient en quelques lignes. Elles sont importantes. Toute sa vie, Monterland s'est montré plutôt désabusé et neurasthénique. Pour réagir, il s'est fait la leçon que voici. Monsieur de Coentré aurait très bien pu avoir une vie normale, digne et satisfaite. Il lui suffit qu'il consentît au petit effort de tenir sa place. Ce qu'il payait aujourd'hui, c'était peu de choses et c'était tout. C'était de s'être négligé, c'était ce que nous appellerons, en un français douteux mais qui se fait comprendre, la boule de neige de la non-contrainte. Mère, prenez-en de la graine pour vos fils. Et puis la découverte aussi que tout est faux. Il y a une petite tirade là qui est... Tout ce qu'on offre sur les boulevards continue d'être faux, alors que le seul luxe est l'authenticité, dit Monterland. Les magasins exposent encore les bronzes en creux et les colliers de perles à 100 francs. Les camelots vendent des montres à 10 francs, des parfums qui sont de l'eau rosie, des stylos qui ne sont pas des stylos. Les cafés servent des orangeades où il n'y a pas d'orange, des orgeats où il n'y a pas d'orge. Les banques affichent des cours fictifs, les grands journaux des nouvelles inventées de toutes pièces, des photos truquées, les résultats d'épreuves sportives, résultats décidés à l'avance, etc. Ça fait que s'accentuer. Le pauvre. D'ailleurs, c'est une idée fixe chez lui, puisqu'il la reprendra dans Va jouer avec cette poussière, il la reprendra dans Un assassin est mon maître. Nous vivons dans un monde parfaitement factice, artificiel, où on crée de faux besoins, et ces faux besoins sont remplis, sont assouvis par de faux objets. C'est ça, de faux chanteurs, etc. Alors, il a deux ennemis, Monterland. Il a précisément les bêtises que les uns et les autres nous répétons, parce qu'on les a entendues à la radio et à la télévision, et le snobisme. Le snobisme, c'est pour lui un âne mort, autour duquel tournent les mouches. Et ça consiste évidemment à mettre au pinacle une œuvre qu'il ne faut pas tripette, mais à dire qu'elle est géniale, ce qui prouve quand même la force du snobisme et de ceux qui dirigent le snobisme, les grands critiques qui dirigent le snobisme, et ensuite toute la troupe des mouches y va. Donc en même temps, les grands snobs qui mènent ce jeu disqualifient des œuvres importantes, parce qu'ils montrent doublement leur force, en imposant une merde, et deuxièmement, en vous disant que ce qui est génial, finalement, est ennuyeux, fatigant ou inutile. Très vite vont suivre les jeunes filles. Oui. Ça commence en 1936. Oui, sa capacité de production entre 30 et 40 est stupéfiante. Il écrit quasiment toute son œuvre, puisque à la fois... il écrit Les Garçons à ce moment-là, à partir de 1929. Il écrit Service inutile, il écrit Les Jeunes Filles, les 4 volumes des Jeunes Filles, qui ensemble font quand même 1200 pages. Il écrit Pasiphae, il écrit Des célibataires, et puis il écrit L'équinoxe de septembre. Enfin, c'est quand même énorme pour
pour un homme qui ne consacre pas toute sa vie, comme il le dit souvent, à la littérature, qui n'écrit après tout que 3 heures ou 4 heures par jour. Oui, oui. Sur les jeunes filles, on pourrait faire une émission spéciale. On va un petit peu le survoler parce que ça nous prendrait vraiment jusqu'à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Vous nous apprenez qu'il a eu une vraie liaison affective, disons, avec une fille à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a toujours été partagé. D'une grande famille. Oui. Petite fille d'un chirurgien célèbre, dont vous m'avez donné le nom, mais nous le garderons pour nous. Vous dites que ce chirurgien célèbre était très malade et qu'il fallait se décider parce qu'il allait mourir. Oui. Vous savez qu'il est mort, je sais très bien dessus, il est mort brutalement celui-là. Oui. Il est mort d'une fièvre typhoïde. Oui. Et c'est la tentative précisément de la fiancée de récupérer Monterland en lui disant... À propos d'une fièvre typhoïde mon grand-père, dont on meurt en... Oui. Très rapidement. Oui, en une quinzaine de jours. Il avait opéré une péritonite typhique et c'était un chirurgien, n'est-ce pas ? Et il a été... Oui, mon grand-père est mourant et il est évident que, puisque nous sommes censés être fiancés pour lui, allons le voir tous les deux. Et Monterland s'est dérobé en disant « Je ne veux pas me prêter à ce chantage, raconter des histoires à un vieillard et en plus à un vieillard mourant. » Oui. Évidemment, une vieillard, il était encore en exercice hospitalier, hein. C'est-à-dire qu'il avait moins de 65 ans. Alors, Monsieur Dandillot est un personnage passionnant dans Les Jeunes Filles. On peut pas, ça n'a rien de commun avec le grand-père en question. Mais c'est un homme fascinant, Monsieur Dandillot. Oui, tout à fait. Monsieur Dandillot, comme tous les personnages de Monterland, c'est aussi un peu Monterland qui, pour l'occasion, s'est vieilli de 20 ans. Et qui a mis là-dedans... Mais qui faisait de la culture physique tous les jours. Ah oui, il faisait de la culture physique tous les jours. Ah oui. Il faisait des haltères, il a un peu entretenu son corps. Pour garder sa jeunesse. Pour essayer de garder sa jeunesse. Au moins jusqu'à un certain âge, après quoi il s'est laissé un peu empâter. Il faut dire qu'il se goinfrait de manière incroyable, mangeant à toute allure, mangeant n'importe quoi, les plats les moins chers, mangeant toujours au restaurant, tombant sur le plateau de fromage et le dévastant, parce que le plateau de fromage était servi à discrétion et qui n'en coûtait rien. Et il était vraiment aussi radin, le mot est de lui, n'est-ce pas, sur lui-même. Oui, mais alors là, je défendrais cette radinerie, parce que cette radinerie était une possibilité pour lui de maintenir sa liberté vis-à-vis de ses éditeurs. C'est un homme qui a toujours vécu dans une certaine aisance et qui a réussi ce tour de force en ayant une liberté d'esprit qui lui permettait de se dire, une œuvre, il me faut 4 ans ou 5 ans pour la faire, ou il me faut 50 ans pour la faire, ces 50 ans, je les prends. Je ne travaille pas, je ne suis pas quelqu'un qui travaille à la page. Je ne travaille pas, je ne suis pas affermé à un éditeur. Et au fond, je crois que c'est une hygiène, une diététique fondamentale pour la liberté de l'esprit. De ne pas dépendre de l'éditeur. Ouais. Oui. Alors parallèlement, survient une date qui est une date les plus sinistres de l'histoire de notre pays, c'est 1936, c'est l'invasion de la Rhénanie. Et je ne connaissais pas ce mot de Végan qui est superbe. Notre victoire est en miettes. Quand on pense à ce que fut le sacrifice de 14-18, et que tout est en miettes parce qu'on a la trouille, quoi. Mais surtout parce que la France est entre deux élections et entre elle n'a les pas mains de gouvernement. Médiocre, abominable, enfin. Et alors ce mot de Végan porte d'autant plus qu'il n'est pas à l'époque, il n'est plus à l'époque chef d'état-major. Végan, dont on pense toujours qu'il a été à la tête de l'armée française pendant très longtemps, n'a été en fait, comme Bernard d'Estremaux l'a montré dans un beau livre qui a paru il y a 6 mois, il n'a été chef d'état-major que pendant 18 mois, ce qui est vraiment très peu de temps. On ne peut pas dire que Végan porte quelque responsabilité dans la défaite de la France. Certes. C'est d'autant plus grave qu'on sait que les officiers allemands avaient dans leur poche une lettre cachetée qui ne devait ouvrir si les armées françaises bougeaient, et que si les armées françaises bougeaient, il fallait battre en retraite. Enfin, il faut bien voir que dès 1934,
se constitue quand même contre le gouvernement Doumergue, qui dans une certaine mesure fait une unanimité des radicaux et puis de la droite, qui constitue donc un ministère d'union nationale, se constitue un parti populaire. Le Front populaire se constitue dès cette époque-là sur l'impulsion de Maurice Thorez. Et les socialistes, Léon Blum et l'ensemble des socialistes font cause commune avec ce Front populaire et refusent des crédits militaires. Vous ne pouvez pas à la fois refuser les crédits militaires et vous prêter à une mobilisation de 5 ou 6 classes, ce qu'aurait imposé une résistance en 1936 sur le Rhin, contre l'invasion de Hitler, si légère soit-elle. Donc il était très difficile pour Paul Boncourt de mobiliser ces 6 classes que Gamelin demandait. Alors ce qui est assez curieux, c'est la manière dont Monterland vit tout cela, parce que j'ai trouvé un très beau récit qui s'appelle Père et Fils, où Monterland va aux frontières pour accompagner un garçon qu'il a probablement aimé, et qui parle le matin pour la ligne Maginot. La guerre est la chose la plus naturelle du monde. Alors ça, il aime. C'est une citation effroyable qui est d'Hitler, n'est-ce pas ? Elle est de tous les temps et de tous les lieux. Elle est quotidienne. Elle n'a pas de commencement, pas plus qu'il n'y a 2 jours de paix. La guerre, c'est l'état naturel de l'homme. Elle est ruse, tromperie, stratagème, attaque et surprise. On peut dire que celui-là, il a vraiment dévoilé ses batteries. Alors il y a un passage encore plus terrible où il annonce ce qui va se passer dans tous les pays occupés, où tous les gouvernements viendront lui manger dans la main. Oui. Quoi qu'il fasse, de toute manière, il aura des tas de gens qui servilement viendront. Ça se termine mal pour lui, mais il faut bien dire que au début, tout le monde est à plat ventre. Alors, ce qui est très beau, c'est quand même la réaction de Monterland au moment de Munich, parce qu'on dit Munich, au fond, beaucoup de Français étaient contre. Je donne les résultats de l'Institut de sondage de Stutzel, on s'aperçoit que presque tous les Français étaient favorables aux accords de Munich. Et, pour retourner à la belote et à Tino Rossi. Oui, et alors il est évident que Monterland, quand il va à cette réunion organisée par l'Institut franco-allemand pour raconter comment il a vu dans la rue un monôme avec des étudiants. Alors ça, nous sommes dans l'équinoxe de septembre. L'équinoxe de septembre, un monôme d'étudiants qui poussent des hurlements sur le boulevard Saint-Michel et qui crient tout ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est tirer un coup. Et on s'en fout d'attraper la vérole, etc. Pourvu qu'on tire un coup. Oui, on veut tirer un coup, donc il prend ça comme exemple. Il dit, ces chahuteurs ne sont pas des communistes, ce sont vos fils, mesdames, messieurs, et il touche, il pointe du doigt les gens qui sont dans la salle, ils sont tous des bons bourgeois du 7e ou du 8e ou du 5e arrondissement et qui sont partis terrorisés. Et Monterland me disait ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'après avoir tenu ce discours, j'allais être lynché, j'allais être giflé, mais personne n'a réagi dans la salle. Oui. Donc position violemment anti-munichoise de Monterland qu'il partage avec les communistes et puis des groupes catholiques progressistes. Emmanuel Mounier était très anti-munichois. Mais finalement, les anti-munichois, on les compte, ils sont très peu nombreux. Ils sont à peine de 4 ou 5% des Français. Les communistes sont anti-munichois, mais l'année d'après, hélas, ils seront les alliés d'Hitler. Bon. Alors, il y a cet épisode étonnant, mais absolument étonnant, et nous aurons à en parler quant au comportement général de Monterland. C'est ce qui se passe pendant la campagne de France et la débâcle. Tu vas nous lire ça parce que c'est très intéressant. Il part avec des bandes moltières. Hagard, oui. Et un casque de avec l'idée de se faire tuer, parce que c'est vraiment une véritable marche au suicide. Oui. Pendant 3 semaines, Monterland va dormir dans les fossés, ou plutôt ne pas dormir, tout en bénissant le ciel, que les nuits de fin mai et de début juin soient si courtes, pleines d'odeurs de prairies et d'arbres en fleurs. Un jour, il a l'idée de se faire une place dans une gare en tapant sur l'épaule d'un dormeur. « Tu veux du pinard ? La cave du bistrot est grande ouverte et les gars ne s'en seront pas aperçus. »
Monterland prend la place laissée libre, il a l'intuition que l'occupant va revenir. Il n'en est rien. Le lendemain, Monterland dort dans une cave où les bouteilles vides, cassées par les pillards, s'accumulent en tessons. Puis il dort dans des écoles qui sentent le gosse, où un dormeur éveillé, à demi moribond de fatigue, se relève, fasciné par un bout de craie. Le dormeur de l'école va au tableau et y trace un dessin obscène, puis se rendort. Il devait boire beaucoup pendant cette période-là. Moi, j'ai l'impression qu'il a vécu sous l'empire du pinard en permanence. Hein. C'est un soulographe qui est là. C'est-à-dire que quand sa journée de travail est finie... Il buvait de temps en temps. Hein. À la fin de sa vie, il ne buvait plus du tout. Enfin, ça a été un déchirement. Quand ça va pas, je bois 2 litres de vin, de vin d'Algérie, à 14 degrés. C'est ça. En plus. Et puis j'ai un bon engourdissement qui me passe dans les jambes. Quand les jambes se prennent, oui. Oui, c'est ça. Mais je pense d'ailleurs que certains textes... Et quand vous déjeuniez quand vous dîniez avec lui, pas à la fin, mais est-ce qu'il buvait beaucoup ? Au début, il buvait sa petite bouteille de vin, oui, facilement. Oui. Mais je crois que certains textes de lui doivent être lus dans les vapeurs de l'alcool, pour bien les comprendre, les admettre. Le problème, c'est de les admettre. Un texte comme le texte de 1940, précisément sur les chenilles, sur les on va y venir. Il est évident que c'est un texte d'éthylique. Oui. On va y venir. Alors, donc, la défaite et l'équinoxe de septembre est un livre admirable, superbe, de l'acridité, Le plus beau texte étant cette marche qu'il va faire près de Cirque, à la frontière, au moment où on s'attend à un conflit. Enfin, brusquement, les batteries vont sortir de tous les côtés. Quand il regarde les nouvelles sur les journaux, dans le métro, par-dessus l'épaule de l'autre. Oui, puis alors, brusquement, ce discours de Chamberlain, qui n'a pas entendu d'ailleurs, qui dit on ne peut pas pour une petite nation mobiliser tout le Commonwealth, toute l'Angleterre. Il est évident que pour la Tchécoslovaquie et la Grande-Bretagne, il n'y a aucune proportion, donc on n'a pas de contrat vis-à-vis d'un si petit pays, et on ne va pas pour cette bagatelle exactement. Il est terrible avec Chamberlain. Exactement comme si Bush demain disait on ne va pas quand même pour le Koweït mobiliser tout le monde occidental. C'est ça. On avait un contrat, on ne l'a pas respecté. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que mes recherches historiques, parce que j'ai fait des recherches historiques quand même poussées, en dehors même de ce qu'écrit Monterland, Daladier a une position très très nette. Il est très anti-munichois, Daladier. Oui, bien sûr. Il a été fort calomnié. Oui. Mais d'ailleurs, pouvait faire que suivre l'Angleterre. Vous rappelez que quand Chamberlain part à Godesberg la première fois voir Hitler, Daladier n'est pas au courant. Oui. Les Anglais n'ont pas prévenu les Français, c'est ce qui est monstrueux. Et la conférence avec Mussolini est une conférence entièrement décidée par Chamberlain et Hitler, sans en référer aux Français. Oui. Livre admirable, donc, que cet équinoxe de septembre nous rappelle, il lit sur le journal un grand titre, Garbo needs carrot juice. Greta Garbo a besoin de jus de carotte. Alors il se déchaîne, on s'en fout de Garbo et de son jus de carotte. C'était déjà le Star System. C'était déjà le Star System. Et puis il y a le solstice de juin. Alors moi je le dis tout net et très simplement, je trouve que c'est un livre absolument admirable, le solstice de juin. C'est un livre de colère. Entre les deux, il y a cette terrible affaire de Marseille. Ça, je crois qu'il faut en dire 2 mots. Oui, mais qui n'a aucun rapport. Il n'a aucun rapport, mais quand même qui va faire de lui un personnage hors la loi. Monterland revient de cet exode épouvantable, épuisé, il revient à Marseille, il se refait une santé dans une famille polonaise, et dans cette famille polonaise, il drague le jeune garçon de cette famille. Et puis, il le retrouve après, quand il l'installe à l'hôtel, qu'il a pu récupérer un peu d'argent. Le jeune Polonais vient dans son hôtel et la mère porte plainte. Donc, Monterland est emmené au commissariat et c'est la seule fois où il a été agressé violemment par la police, lynché. Et il est sorti insulté. Il était lynché. Il est sorti insulté
par le commissaire qui a dit ce saligo, des hommes comme lui, plus jamais n'auront quelque autorité, sont des saligots, on les verra plus dans des édifices publics, il faut le mettre à la porte avec un coup de pied au derrière. Et il sait que c'est Monterland. Non, mais il sait pas qui c'est, Monterland. Mais si, il savait très bien qui est. Oui, la plainte est allée très loin. Elle est allée en même temps, il était franc-tireur, puisqu'il se baladait avec un fusil et un revolver sans être mobilisé. Donc il était en quelque sorte franc-tireur. Donc il y avait le tribunal militaire, le tribunal civil pour outrage à la pudeur, le tribunal de la Légion d'honneur, puisqu'on voulait le radier. L'affaire était extrêmement grave. Elle a été enterrée parce qu'on était en juillet 1940. Les gens n'avaient pas à se compliquer la vie, les autorités n'avaient pas à se compliquer la vie avec une histoire comme ça. Mais pour lui, ça a été terriblement humiliant, c'était une épreuve épouvantable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est réfugié à Nice avec ses 2 garçons italiens. Pétain est intervenu. Pardon ? Pétain est intervenu. Je ne crois pas. Non, il lui a écrit. Il lui a écrit après pour diverses choses. Mais le gouvernement de Vichy, à l'égard des tentatives de Monterland pour essayer de reprendre du service et de devenir ce qu'il était, le plus grand écrivain de l'époque, au service de la reprise en main de la Révolution nationale, organisée par le gouvernement de Vichy, toujours c'est tombé à plat. Et c'est tombé à plat à cause de cette histoire qui a été quand même une casserole qui a été accrochée. Le Solstice de juin est un très beau livre, mais c'est un livre écrit un peu en marge quand même de ce qu'était, et heureusement peut-être pour Monterland, écrit en marge de ce qu'a été la Révolution nationale. Alors vous dites, il y a dans le Solstice de juin de quoi faire bondir toute la France. C'est vrai. Mais je pense que, ce qui a été retenu... La France de l'époque. Oui, puis encore maintenant. Oui. Ce qui a été retenu, c'est les chenilles. Oui. Non, peut-être, je ne sais pas si ça vous ennuie pas de lire ces quelques lignes, parce que je pense quand même que les quelques lignes que j'ai écrites là-dessus. Il y a dans le solstice de juin de quoi faire bondir toute la France. Les défaitistes qui ont le tort de ne pas saisir l'occasion d'opérer un redressement moral sous les yeux de l'occupant, les revanchards qui doivent se résigner à voir longtemps flotter le drapeau nazi sur les tours de Notre-Dame, les blancs qui n'ont pas su se faire obéir, les rouges incapables de se débrouiller avec tout ce qu'on leur a donné, les durs qui se versent de l'héroïsme au cœur pour se dévorer entre eux, les mous qui laissent faire, les jeunes qui disent « nous les jeunes », les vieux qui se croient autorisés à. Monterland dénonce le culte d'une jeunesse qui est prête à se jeter dans les bras de quiconque lui donne raison. Il s'en prend à cette jeunesse qui ne lutte pas contre ce que la vie en groupe engendre de facile et de vil. Oui. Et là, tout y est, là. Chacun a son paquet. Oui. Alors, bon, il y a les chenilles. On va peut-être pas lire les chenilles parce que c'est un petit peu long. Qui, pendant l'Exode, pisse sur les chenilles. Et alors les chenilles sous le jet d'urine d'abord sous le jet dru et chaud et fort chargé de chimie, je suppose. Mais cela n'était rien, c'était ensuite que j'aimais les contempler, tandis qu'elles se convulsaient interminablement dans les ennuis de l'agonie. Alors on a comparé ça au peuple français sous les Stukas. Oui. Et Madame de Beauvoir, je crois, a relevé ça, non ? Tout le monde l'a relevé. Oui. Même les défenseurs de Monterland en 1944, que ce soit Jean Debert, Léon Pierrequin ou Husseil, qui tous les trois faisaient partie des comités. Moi, je trouve que c'est un très bon masochisme. C'est un très bon masochisme, ça. Oui, il souffre pour les chenilles. Il souffre pour les chenilles, mais alors de là à dire que les chenilles, ce sont les Allemands, c'est quand même un peu fort. Oui. Les chenilles sont les chenilles, et puis c'est tout. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Ce sont ni les troupes ni les groupes de l'Exode. Oui, mais il s'est défendu comme il pouvait, et avec sa couardise, il faut bien le dire. Avec une mauvaise foi, alors là, incroyable. Oui, mais ce que on ne lui pardonne pas non plus, c'est d'autres choses. C'est ceci, par exemple. En juin dernier, venant du feu, j'arrivais à Marseille le soir. Le lendemain matin, le premier mot qui m'accueillit dans la rue, prononcé par la radio, fut le mot « confiance ». Je frémis. Le 14, jour où les Allemands entraient dans Paris, j'entendis dans cette même radio une voix de cabot de 10e ordre,
enfilant sur un thème national des formules vides. Ce n'était pas une voix de speaker, c'était beaucoup plus emphatique encore et plus faux. C'était à hurler la voix du vieux comitard, ex-mastroqué de chef-lieu, président de je ne sais quoi, qui parle pour ne rien dire depuis 40 ans. En période normale, pensais-je, passe encore, mais comment permettons à ces grotesques de s'exhiber à la radio pour la France entière en un tel jour? C'est le président du Conseil dont il parle. Et Paul Reynaud. Oui, oui. Eh bien, ça, je l'ai senti de la même façon. Et c'est ça que les politiques n'ont pas accepté. Parce que là, on ne peut pas dire le contraire, il y va fort. Oui. Puis c'est Oui, aussi l'autre scène, le Tédéum à mai 40 à Notre-Dame, Oui. où il parle du gorille et du Ouistiti. Le gorille, c'est Daladier, le Ouistiti, c'est Paul Reynaud. C'est ça, oui. Et puis, il dit « J'aimerais le gouvernement qui, apprenant qu'un pitre de music-hall chante une chanson dont le refrain est « J'ai ma combine », interdirait cette chanson. Motif, ne pas incruster davantage encore dans la tête des Français les formules types de leur médiocrité. Oui, Voilà, n'est-ce pas? c'est envoyé. C'est envoyé, et puis ça aussi, j'ai écrit déjà que je voudrais voir tous les garçons français pratiquer la boxe, parce qu'elle tente à développer l'agressivité. Combien nous manquons d'agressivité et payons pour ce manque? Dégarnir la frontière sur 10 km de profondeur en 1914 pour montrer au monde comme nous sommes gentils. En 18, ne pas entrer en Allemagne, nous des envahisseurs, pensez donc, quelle honte. Et l'armée défensive de 39, et pas de lignes Maginot dans le Nord parce que les Belges trouveraient que nous ne sommes pas gentils, et pas d'attaque sur l'Italie en septembre parce que la sœur latine trouverait que nous ne sommes pas gentils, et le pas en avant dans la Sarre en septembre suivi précipitamment d'un pas en arrière, et l'inertie de l'armée d'Orient. Partout et toujours l'inhibition. Et pourquoi? Pour ne pas provoquer de représailles pour rien d'autre. Ce qui est assez curieux, c'est que Très lucide, cette agressivité qui est très vive se mêle en même temps chez lui une sorte de nonchalance qui fait qu'il est de plein pied avec ce peuple français qui ne fait rien et qu'il est bien heureux finalement d'appartenir à la douce France, partout d'un côté de sa vie. Oui, non, mais il est certain qu'il est plein de contradictions, et ça sera un des sujets de notre prochaine émission. Bon, il y a la libération, il y a les ennuis qu'il a, il y a les ennuis qu'on fait à Grasset, à cause du saucisse de juin, beaucoup à cause du saucisse de juin. Il y a surtout La Reine morte. La Reine morte est une œuvre admirable. Mais pourquoi La Reine morte? Pourquoi Non, mais qu'est-ce qu'on reprochait à La Reine morte? La Reine morte a été un relatif succès en 1942. Oui, mais enfin, on n'a rien reproché à La Reine morte. Non, mais sauf, huis clos aussi. Sauf d'avoir les défendu. mouches aussi. Sauf de tuer au nom de la raison d'État. Donc on en a la résistance a pu dire en 1944. La Reine aussi morte s'est fait jouer sous l'occupation. Oui, mais la résistance a pu dire que La Reine morte était une pièce qui défendait la raison d'État. Puisque le roi Ferrand tue Ignace au nom de la raison d'État. C'est un petit peu... Oui, si on veut. Mais alors, il y a les gens qui étaient pour et les gens qui étaient contre La Reine morte. Oui, parce que et puis, ce qui m'a passionné, c'est la naissance de cette œuvre, qui naît de manière fulgurante. Certaines œuvres de Monterland l'ont mobilisé, l'ont retenu pendant près de 10 ans, 15 ans ou 50 ans. La Reine morte naît quand même très vite. Mais il y pensait depuis 1930-32. Il lisait Schiller à la Bibliothèque nationale avec Alice Poirier, et c'est un thème, au fond, qui l'intéressait, puisque lui-même avait été une sorte de fils dévoyé par rapport à sa famille. Donc le personnage de Pedro l'intéressait. Comment du personnage de Pedro est-il passé au personnage fondamental de Ferrante? Ça, c'est ce qui arrive inévitablement pour un créateur. Il habite tous ces personnages et brusquement, il y en a un qui prend le dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que Monterland a toujours écrit au fond la même pièce. Et cette même pièce, c'est une confession. Une confession qui sert à une justification. Donc une fausse confession. Dire les choses à moitié. Et Pedro, amoureux de Ignès, c'est Monterland amoureux des jeunes garçons. Et la preuve, c'est qu'il écrit les scènes d'amour qui sont magnifiques de la Reine morte en couchant avec des petits garçons. Oui. Et c'est
souvent d'ailleurs les petits garçons qui lui inspirent les répliques d'Ignès. Et vous parliez tout à l'heure, cher Pierre Debray, de la tendresse, et c'est là qu'on voit que l'acte sexuel, au fond, chez Monterland, se limite à une prodigieuse tendresse. Et beaucoup plus qu'un coïteur, le coïteur que voit Roger Perfit, moi je vois un maître souverain de la caresse, et au fond, on peut évidemment trouver que la pédophilie c'est vraiment quelque chose de déplacé, de déplaisant et de dangereux, et je ne serais pas du tout un défenseur de la pédophilie, mais tel qu'il l'a conçu, il est évident qu'on se trouve dans une sorte d'univers qui n'a plus de sexe immatériel, une sorte de séraphisme angélique, oui, qui est très étrange. La grande revanche, ce sera le Maître de Santiago. 48, la grande revanche de Monterland. Oui, mais c'est parce que entre 1943 et 1948, il vit une ascèse et une solitude qui va vraiment lui dicter ces formules de désespoir. Je me rappelle encore de la critique de Mauriac, cette belle fleur noire barésienne, enfin, etc. Il était tout de même très épaté. Et tout le monde a été très épaté. C'est-à-dire que Monterland a payé de sa personne et souffert pendant 5 ans. Et la souffrance pour la création a quand même du bon. Oui. Alvaro, c'est donc le héros c'est le maître de Santiago. Alvaro, c'est Monterland qui vient de subir l'épreuve de l'épuration. Il s'est senti tellement menacé qu'il vit hors de lui, au-dessus du train ordinaire des choses. Tout ce qui lui arrive est de surcroît, sauf la connaissance de soi et ses tentatives de dépassement héroïque. La densité dramatique d'Alvaro n'est ni celle de Ferrante, le politique, ni celle de Malatesta, Jovien. C'est un homme qui se sent fait pour la retraite monacale et ne s'intéresse à rien, ni à l'Espagne, ni aux Indes, ni à sa fille, ni même à l'ordre de Santiago qui dégénère, mais seulement à l'épaisseur des murs qui le séparent du monde. Alors, tout ça résume, je pense, fort bien ce qu'est la vie de Monterland à partir de 1948. Enfin, j'ai trouvé la formule de Sainte-Beuve, cette cellule de moine sur une scène de théâtre. Je l'ai attribuée à Chateaubriand d'ailleurs par erreur, parce que comme je l'avais noté dans Chateaubriand et son groupe littéraire, je croyais qu'elle était de Chateaubriand. En fait, elle est de Sainte-Beuve. Et cette cellule de moine sur une scène de théâtre, c'est exactement le résumé de toute la vie de Monterland de 48 à 72. Il vit vraiment dans sa cellule de moine, enfermé dans son œuvre, et en même temps, chaque fois qu'il sort une œuvre, alors il se répand en interview, il écrit des articles, il fait un tapage incroyable, il réussit à mobiliser tout le monde. Il va jusqu'à l'Académie française. Il consent à donner des interviews à la radio, j'en ai bénéficié, à la télévision même, où il a horreur de se montrer, parce que s'il se montre à la télévision, il est évident d'abord qu'il n'est plus jeune, beau et avantageux, et, il ne peut plus palabrer, mais en même temps, il risque d'être reconnu dans la rue, parce que cet homme qui a dragué en secret a dragué en même temps à visage découvert, et dans les rues les plus fréquentées par les journalistes, le boulevard Bonne Nouvelle. Donc, c'est très curieux de voir la manière spectaculaire dont il conçoit la réussite de son œuvre et l'enfermement dans lequel il vit. Oui, il y a une espèce de contradiction. Je m'aperçois que nous n'avons pas rempli notre programme pour la première séance consacrée à votre livre. Car il faudrait parler de la ville, il faudrait parler des carnets. Il y a encore beaucoup de choses à envisager et nous le ferons. Je voudrais terminer pour aujourd'hui sur un aspect sur lequel vous n'avez peut-être pas suffisamment insisté et qui est le comique chez lui. Et le comique est l'autodérision. Et j'ai trouvé ce matin une phrase dans Brocéliande qui est excellente. Sa femme lui dit « Vous plaisantez tout le temps ». Et il répond, si je ne plaisantais pas, je coulerais à pic. C'est super. Oui, c'est très beau. J'ai repris les quelques phrases comiques de Brocéliande. Alors, je donne un exemple de son comique, oui. Dans les carnets. Il est sans exemple qu'un parent, son gosse pleurant, qu'il a mis sur l'âne, qui fait faire la promenade dans le square, retire l'enfant. Il a payé, il ne faut pas qu'il perde ses 10 sous, il faut que le gosse pleure pour 10 sous.
À l'instant qu'il vient d'écrire cela, l'écrivain voit le père retirer le gosse de sur l'âne. Mais lui, il ne retire pas sa phrase de son carnet. C'est un bon mot, peu importe s'il est vrai ou non. Beaucoup de la profonde psychologie que l'on voit dans les livres se fabrique ainsi. Oui. C'est très vrai. Ce qui est curieux, c'est qu'il a retiré cette note de ses éditions définitives des carnets chez Gallimard. Bon, nous avons hélas terminé. Nous allons nous revoir très bientôt pour une deuxième partie où il sera plus spécialement question de la mort. Alors nous étions donc avec Pierre Cipriot pour son livre Monterland sans masque, deuxième tome chez